j'ai éteint le téléviseur et je suis mis diriger ma chambre pour me coucher. Et mes frères avec qui je visionnais m'ont dit, mais écoutez, mais ce n'est pas lui qui était très enthousiaste à l'émission de ce livre. Pourquoi est-ce qu'il éteint le téléviseur et va se coucher? Ils sont restés surpris. Mais sauf que le lendemain matin, c'est un de mes frères cadets qui me dit, mais le journaliste en question, hier, a été sanctionné par son entreprise. Apparemment, il était limogé. Mais il me demande, mais comment tu as su que le débat serait si bizarre? Je lui ai dit, on ne critique pas un livre qu'on n'a pas lu. Parce que la critique, c'est la prise de conscience de la conscience de l'objet à critiquer. Et si on ne prend pas conscience de la conscience de l'objet à critiquer, nous ancrons dans la décritique. C'est pour cela qu'un bon petit chercheur il me dit, si ce monsieur n'a pas lu le livre, sur quelle base y aura-t-il débat avec l'auteur? Oui, mesdames et messieurs, je sais que les spécialistes de la sociocritique ou de la critique sociologique marxiste ou encore ceux de la biocritique me diront, on peut, sur la base du profil socio-anthropologique de l'auteur, savoir précisément ce qu'il peut produire. Oui, non pas tort. Mais je le dirais à mon tour que si vous voulez connaître le goût d'un fruit, point n'est besoin d'aller étudier comment l'écorce de son arbre est constituée, comment la sève fonctionne. Prenez le fruit et mordez-le et vous aurez le goût du fruit. En dehors de cela, nous resterons dans les spéculations. Ce soir donc, mesdames et messieurs, j'ai bien voulu que nous puissions tous mordre dans le fruit qui est le livre de Jean-Bruno Tanier. Mais on peut se demander, est-ce que le fruit sera doux? Est-ce qu'il sera amer? Cette question qui me pousse à vouloir passer la parole à Jean-Bruno me donne encore l'occasion d'aller plus loin. Inquiéter, tel est mon rôle. Que je reprenne cela. Inquiéter, tel est mon rôle, disait André Gide, parlant du rôle de l'auteur ou de l'écrivain, Jean-Bruno. Alors, évidemment, ma question c'est, Jean-Bruno inquiète-t-il ceux qui critiquent le livre? L'ont-ils lu? C'est ma question. Jean-Bruno, je voudrais, avant de te passer la parole, reconnaître dans ta démarche deux qualités. La première, c'est que tu as eu l'audace d'écrire contre une légende. Pourrait-on toi? Et dans un contexte comme le nôtre, on devrait bien avouer que tu as été audacieux. Mais la deuxième qualité qui peut porter un défaut, c'est que pour la modération, tu as fait venir un scientifique pur. Des gens qui posent des questions froides, sans te demander ce que sentent les récepteurs. Nous, dans la science, on pose des questions comme des médecins en pleine intervention chirurgicale. On ne peut pas savoir si le malade a mal. Ce que nous voulons, c'est la guérison. Jean-Bruno, j'ai envie de dire que tu aimes les risques. J'aime beaucoup de risques. Et j'avoue que c'est aussi ça le travail des journalistes. Parce que j'avoue également que toi et moi, on ne se connaît pas très bien. On ne s'est vu pour la première fois que hier. Parce qu'on t'a dit, ce gars, lui, c'est la science. Tu ne t'es pas demandé si tu étais un partisan de, entre guillemets, ton adversaire. Tu ne t'es pas demandé si je pourrais jouer le mauvais jeu. Mais on t'a dit, ce gars, c'est la science, et tu as dit, je prends la science. Justement, moi, je n'ai pas d'antipathie particulière envers ton
ton vis-à-vis. Donc, le débat, c'est entre vous. Tu as tes preuves, il a son boulot, tu fais ton boulot, il fait le sien. Mais, Jean-Bruno, voici 3 questions que je vais te poser. 3 questions. La première, c'est évidemment, qu'est-ce qui a été la source étiologique d'une ambition comme celle d'écrire contre quelqu'un qu'on aime, entre guillemets? On peut revenir dessus. Quel est le but de ton ouvrage? Est-ce inquiéter ou nuire? Est-ce que tu conçois ce livre comme un livre à charge? On peut revenir dessus dans le débat. Est-ce que ce livre n'est pas plutôt, Jean-Bruno, un tremplin pour celui contre qui tu écris? Finalement, parce que parler de quelqu'un en bien ou en mal, c'est toujours laisser percevoir qu'il est important. Parce que chez nos villages, on dit, on ne vise des cailloux qu'à un arbre qui a des fruits. Ça veut dire quand même que ce garçon a des fruits. Finalement, Jean-Bruno, je vais poser la question comme au quartier. Est-ce que Eto n'est pas ton fonds de commerce? J'ai l'impression que tu es un peu là comme un vendeur de cercueils. Il prie à tout moment qu'il y ait beaucoup de morts pour avoir des clients. Donc j'ai l'impression que tu te dis, il faut que tout fasse mal pour que j'ai la matière de mon fonds de commerce. Voilà, Jean-Bruno, quelques questions que je pose pour que tu dises un mot à ceux qui sont venus à t'écouter. Voilà, merci beaucoup. Je voudrais commencer par te remercier d'avoir accepté de modérer cette présentation de mon livre. Et ceci dit, mesdames et messieurs, bonsoir et merci infiniment d'être venus aussi nombreux pour cette cérémonie de dédicace de mon livre. L'arnaque, il voulait redonner au football camerounais toute sa grandeur. Avant de répondre aux belles questions de tout à l'heure, je voudrais remercier quelques personnes qui ont été pour beaucoup dans ce travail. D'abord, mon éditeur, M. Aman Mana, le patron des éditions du Chabel, qui a accepté, et ce n'était pas gagné, d'éditer cet ouvrage pour lequel j'ai travaillé pendant de longs et infatigables mois. Je voudrais également remercier quelqu'un qui m'a énormément encouragé à écrire. Je vais le citer, il s'appelle Valentin Zinga. J'ai eu plusieurs rencontres avec lui. Et la toute première, je vais peut-être trahir un secret, c'est lui qui me l'avait dit. À l'époque, nous étions encore en pleine campagne pour l'élection de Samuel Eto'o à la présidence de la Fédération camerounaise de football. Et il m'avait dit, Jean-Bruno, tu es en train de vivre quelque chose d'extraordinaire. J'espère qu'au sorti de là, tu vas pouvoir faire quelque chose pour la postérité, pour l'histoire. Évidemment, à l'époque, lui et moi, nous étions loin de nous douter de la tournure que prendrait ce livre s'il venait à être écrit. Alors, en décembre 2021. Je voudrais également remercier toutes les personnes anonymes qui m'ont accompagné. Et ça va peut-être gêner quelques personnes que je le dise ici, mais je vais le remercier. C'est Dibaï Gatama, qui également a bien voulu accepter de me parler, ce qui n'était pas gagné parce que tout au long du travail que j'ai fait, qui a une dimension de témoignage, mais d'enquête également, pardonnez-moi, j'ai été impressionné par le niveau de couardise que nous pouvons avoir dans ce pays. C'est-à-dire des acteurs du
accepté de nous parler et sachant exactement ce que je voulais faire. Donc, je remercie également Guy Katana. Je voudrais enfin remercier mon épouse qui a supporté un peu les longs mois de travail autour de cet ouvrage. Je peux vous dire que ce n'était pas facile, tout le temps absent, rester au bureau parfois jusqu'à des heures impossibles. Une fois qu'on est rentré à la maison, se réveiller encore en plein milieu de la nuit pour rédiger, vérifier telle ou telle chose. Je pense que je voudrais ici lui dire toute ma reconnaissance. Pardon. Alors, la première question qui m'a été posée, et c'est une question qui coule dessous, c'est pourquoi avoir écrit. Écoutez, moi j'ai écrit pour l'histoire, pour la postérité. Lorsque Samuel Eto'o est élu président de la Fédération camerounaise de football le 11 décembre 2021, il est porté par une vague populaire extraordinaire. Les Camerounais ont été nombreux à le plébisciter. On aurait cru que c'était une élection populaire, alors que c'était une élection avec un corps électoral bien connu. Bref, une élection dans une association qui a pris des allures d'une élection quasi nationale. Donc c'était un événement. Et donc, Samuel Eto'o était porteur d'un certain nombre d'attentes, de nombreuses attentes d'ailleurs de la part des Camerounais, qui avaient fondé sur l'ancienne vedette des Lions de cette icône, l'espoir de faire renaître le football camerounais. Et son slogan était fort et évocateur, redonner au football camerounais toute sa grandeur. De toutes les façons, de tous les candidats qui étaient en liste à l'époque, il était celui qui présentait le meilleur profil d'un point de vue personnel et également sur le programme que chacun des candidats présentait. Et donc, il a été plébiscité. Sauf que, très rapidement, les premières actions de Samuel Eto'o à la tête de la Fédération camerounaise de football ne vont pas aller dans le sens des attentes qui sont celles des Camerounais. Je ne reviendrai pas sur son bilan, j'ai longuement disserté là-dessus dans ce livre. Et il y a tout un chapitre qui concerne son bilan, le bilan vrai, qui n'a rien à voir avec toute la propagande qui nous a été servie depuis le 11 décembre 2021. C'est le bilan vrai avec un certain nombre de précisions très claires. Et pour faire ce chapitre, c'était bien simple. J'ai pris le projet qui avait été vendu au Camerounais et j'ai fait une évaluation 2 ans plus tard. Et ma conclusion est très claire, c'est que 2 ans après, il a réalisé moins de 20% de ce qu'il avait promis et il n'en prend pas le chemin. Donc c'est pour ça que j'ai titré ce livre L'arnaque, parce que j'ai le sentiment, non pas comme directeur de campagne, mais d'abord en tant que citoyen et observateur, d'avoir été dupé par ce candidat-là. Donc ça c'est pourquoi j'ai écrit ce livre. Et autre chose, il y avait également le désir pour moi de dire la vérité, de dire ma vérité. Parce qu'il y a énormément de fantasmes qui ont été répandus depuis 2 ans en ce qui me concerne, sur les raisons pour lesquelles j'ai décidé d'accompagner Eto'o. Évidemment, à cette époque-là, j'avais déjà reçu une volée de voix vert de nombreuses personnes qui ne comprenaient pas que l'auteur du programme pour échouer ait accepté d'accompagner Samuel Eto'o, ce que je comprenais tout à fait. C'est pour ça que j'en veux à personne de m'avoir critiqué sur ce plan-là à l'époque. Maintenant que pendant 2 ans, on m'a critiqué sur le fait de l'avoir soutenu, maintenant que je prends la parole, prends la plume pour dire pourquoi je l'ai soutenu, je veux bien que ceux qui ont critiqué à l'époque prennent également le temps d'essayer de comprendre pourquoi je l'avais soutenu. Ça peut ne pas convaincre, mais ce sont mes raisons à moi, et ça c'est également l'autre raison de ce livre. Est-ce que j'ai écrit ce livre pour lui, pour inquiéter? Alors, il peut arriver dans notre travail de journaliste que nos écrits blessent, que nos écrits fassent du mal à autrui, que nos écrits détruisent même des gens. Mais ce n'est pas l'intention du journaliste. Et moi, j'ai des propos de Albert Londres. Albert Londres, qui est une icône du journalisme français et même francophone, il a donné son nom à un prix, l'un des prix les plus prestigieux dans la presse francophone, Albert Londres. Et c'était un reporter de race. Au mi-temps des années 30, il fait une mission sur le continent africain en plein colonialisme français et il visite un certain nombre de colonies et il est choqué, estomaqué par ce qu'il voit
pillage même des ressources, le viol des femmes africaines, ainsi de suite. Et quand il rentre, il fait un reportage qu'il va transformer en ouvrage un peu plus tard. Le titre, c'est Terre d'ébène. Quand son livre sort, cela suscite un tollé général parce qu'on ne comprend pas qu'un Français puisse s'en prendre à ce que fait la France sur le continent africain. Il est attaqué de toutes parts, il reçoit des volées de bois vert, on sonne la vie contre lui et il a cette réaction qui, pour moi, résume le travail du journaliste. Le rôle du journaliste, disait-il, n'est pas de plaire ou de déplaire, mais de porter la plume dans la plaie. Donc, quand j'écris, l'objectif n'est ni de nuire, ni d'inquiéter, et encore moins de faire plaisir non plus. Mais c'est simplement de présenter un certain nombre de faits qui peuvent heurter, mais ce n'est pas cela l'objectif. Voilà. Alors, est-ce que c'est un livre à charge? Si on veut, je pense que c'est une question d'appréciation. C'est une question d'appréciation. Je pense avoir fait un travail honnête et sincère. Alors, est-ce que c'est un tremplin pour Samuel Eto'o? Tout dépend de comment est-ce qu'il va percevoir la chose. S'il prend le temps de lire le livre, d'essayer de le comprendre, de voir qu'est-ce qui lui est reproché dans le livre, je pense qu'il peut s'en servir comme quelque chose qui peut l'aider à changer de fusil d'épaule, à réenvisager sa manière de gérer cette fédération camerounaise de football. Et il faut dire, ce n'est pas un sentiment personnel, c'est une remarque qui est quasi générale en ce moment. Au-delà de l'agitation que l'on peut voir, la réalité est que le Samuel Eto'o du 11 décembre 2021 n'est plus le même qu'aujourd'hui. Il s'est sérieusement démonétisé auprès des Camerounais du fait de son bilan qui est, pardonnez-moi de le dire, assez indigent à la tête de la Fédération camerounaise de football 2 ans après. Alors, Samuel Eto'o est-il le fonds de commerce? Je ne sais pas. Moi, je suis... 10 000 francs, c'est beaucoup hein, pour un livre. Bah, écoutez, le livre, il est fait pour être vendu. Si on commence à... Moi, ça me ferait très plaisir hein, si Aman Mana met le livre gratuitement à la disposition de tout le monde. Qu'est-ce que ça me ferait plaisir? Parce que moi, en tant qu'auteur, je suis très heureux de savoir que les gens lisent. Voilà tout ce qui compte pour moi. Maintenant, ce qui relève de l'intendance, de la comptabilité, je pense que c'est mon éditeur qui s'en occupe. Bon, évidemment, il faut bien qu'on paye son loyer, c'est vrai. Mais ce n'est pas ça l'objectif. Si vous voulez gagner de l'argent, je ne suis pas sûr que c'est en écrivant des livres. Vous pouvez faire l'auto, créer un colloque, c'est plein de choses à faire, mais certainement pas d'écrire un livre. Quand on écrit un livre, c'est d'abord pour faire passer ses idées, c'est pour faire passer ses opinions, c'est pour dire ce que l'on pense. Et je pense que je suis dans cette démarche. C'est mon 5e livre et cela a toujours été ma démarche. Chaque fois, hier encore, quelqu'un me demandait qu'est-ce qui te motive, Jean Bruno. Je lui dis, j'aimerais laisser à la postérité mes œuvres. C'est tout. Jean Bruno, merci bien. Et avant d'entrer dans ce jeu de questions-réponses avec ceux qui sont dans le public, je voudrais quand même que tu te prononces sur ce que tu crois pouvoir avoir dans ton écriture comme propre limite. Est-ce que tu arrives à te dire, mais je l'ai pu écrire différemment, vu quand même que la personne qui est à charge, comme tu l'as dit, entre guillemets, n'est pas que négative quand même. Oui, évidemment. Dans ce livre, ceux qui l'ont lu, comme je l'ai dit tout à l'heure, personnellement, je pense que c'est un livre très honnête. Parce que là-dedans, je ne peins pas Samuel Eto'o essentiellement en noir, même s'il est noir. Je dis ce qu'il y a de positif depuis qu'il est arrivé à la tête de la Fédération camerounaise de football. Et ce qui a été positif, ce sont les 2 premiers mois de son arrivée. On a vu quelqu'un qui avait beaucoup d'enthousiasme, qui était motivé. Il y avait, avait-on le sentiment de voir cette volonté d'améliorer les choses, de faire bouger les lignes. Par exemple, quand il est arrivé, son premier chantier, ça a été de mettre un championnat qui soit populaire, ce qui a été fait avec une formule de play-off et une finale très très disputée avec une belle ambiance. On sortait de la Coupe d'Afrique des Nations. La finale des play-offs, on a eu l'impression de revivre une deuxième finale
finale de Coupe d'Afrique des Nations au Cameroun. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai trouvé très, très positif. Deuxième chose également, au niveau des Lions indomptables, pendant longtemps, on a eu comme une forme de malédiction avec la question des primes chez les Lions indomptables. Or, Samuel Eto'o est arrivé, on a eu un peu moins de problèmes de ce genre. On a fini la CAN au Cameroun, il n'y a pas eu d'éclat de voix. On a été à la Coupe du Monde, il y a eu d'autres types de problèmes, mais pas des problèmes de primes. Les joueurs étaient logés dans de bonnes conditions. Ça peut paraître banal, mais pour quelqu'un comme moi qui a pendant plusieurs années été journaliste sportif, j'ai fait 2 Coupes du Monde, 2 Coupes d'Afrique des Nations, j'ai été dans pas mal de matchs du Cameroun. Je peux vous dire que rien que l'hébergement des joueurs, ce n'est pas une mince affaire. Donc réussir déjà à faire cela, c'est quelque chose de pas mal. Et donc les premiers mois ont été positifs de ce point de vue-là, avant que malheureusement il ne soit rattrapé d'abord par une certaine dérive autoritaire, une tendance un peu trop poussée à l'autogloriole, et puis un populisme de mauvaise aloi également. C'est-à-dire que ce qui pousse Eto'o vers... c'est les applaudissements de la foule. Or, la foule ne réfléchit pas. C'est-à-dire qu'il y a trop de bruit, finalement, qui ne tiennent pas compte d'une réalité, de la réalité même de ce qu'il fait. Voyez, donc les gens ont tendance à applaudir tout et n'importe quoi et ils se laissent embarquer par les youyous de la foule qui malheureusement ne sont pas de nature à lui permettre de suivre le bon chemin, de suivre son programme, de réaliser des choses qui soient de nature à pouvoir faire de lui un bon président. 6 mois à peine après son arrivée à la tête, et il n'est pas également aidé effectivement par des gens qui, par une cour et trop de danseurs. Je me rappelle 6 mois à peine après son arrivée, sans blague, les gens se sont présentés à la Fédération camerounaise de football et lui ont décerné le prix du meilleur président de la FECAFOOT de tous les temps. Et je rappelle que c'était quand même des présidents de clubs de football, des responsables de ligues départementales et régionales. Il y avait au moins une dizaine de personnes pour décerner à quelqu'un le prix de meilleur président de la FECAFOOT de tous les temps en à peine 6 mois. C'est-à-dire qu'en 6 mois, le gars avait déjà réussi à balayer le passage de Iya Mohamed, balayer le passage de Tombi Aroko, balayer le passage de Seydou Mbombo Njoya, de Vincent Onana, de tous ceux qui sont passés avant lui. Je pense que c'est vrai, ce n'est pas lui qui sait offrir le prix, mais ce genre de prix complètement farfelu là, à un moment donné, on ne communique pas autour. Mais j'ai été surpris que lui-même, il communique autour de cette grande distinction qu'il a reçue. Je me rappelle à l'époque quand j'étais... à Canal 2, il y a des jeunes gens qui sont venus me voir et ils m'ont donné le prix du journaliste camerounais du cinquantenaire. C'était à l'époque, j'étais à Canal 2. Je leur ai dit, les gars, merci, c'est très gentil. Et on devait faire une cérémonie, mais j'ai trouvé le moyen de ne jamais faire cette cérémonie. J'ai ce prix-là chez moi, mais personne ne l'a jamais vu. J'ai trouvé le moyen de leur dire non, attendez et tout. Parce qu'à un moment donné, il faut faire preuve d'un peu d'humilité quand même. Vous ne pouvez pas venir et en 6 mois, vous estimez que vous avez déjà fait tellement de choses et on ne voit pas au point de devenir le meilleur président de la Fédération camerounaise de football de tous les temps. Et ce culte de la personnalité excessif et insupportable est de nature à pouvoir ternir un peu et diluer les actions positives qu'il aurait pu mener et il se laisse griser par ce genre de choses malheureusement. Je suis encore là. Vous n'avez pas l'impression que je parle aussi lui. J'ai vu une dame, une brave dame, Catherine Kebat Boikouni. Elle parle de la subjectivité dans la science, en tout. Et elle estime que les subjectives, c'est-à-dire des éléments linguistiques qui trahissent la subjectivité, sont des aveugles de l'objectivité. Mais quand on vous lit, on a une forte impression que une pluie de subjectivem, une pluie de termes affectifs ou de termes sentimentaux, entre guillemets. Et je vais vous lire une phrase à la page 15. Page 15, ceux qui ont le livre.
Je suis à la banque des derniers paragraphes et les 3 derniers livres, les 3 dernières pages de ce paragraphe. L'icône sort par la petite porte. Mieux, par un petit trou de souris. Sa fin est aussi inattendue que déshonorante pour l'ensemble de son œuvre. Jean Bruno, on s'attendrait à ce que le journaliste que vous êtes, chevronné, qui crie haut et fort qu'il est honnête et qu'il travaille scientifiquement, se débarrasse un peu des jugements aussi aigus sur là où on attend simplement les faits et où le lecteur doit se faire sa propre idée. Non, ce n'est pas comme ça. Voilà. D'abord, il faut dire que je ne prétends pas à l'objectivité. L'objectivité, c'est un bien grand mot et ça n'existe pas. Dans le journalisme, tout ce qu'on attend d'un journaliste, c'est d'être honnête. L'objectivité, même l'objectif d'un appareil photo n'est pas objectif parce que c'est un être humain qui tient, qui choisit l'angle qu'il veut filmer. Nous sommes dans cette salle une trentaine ou une cinquantaine, mais en fonction de comment est-ce qu'on se positionne pour filmer, on aura soit le sentiment qu'il y a beaucoup de gens, soit le sentiment qu'il y en a un peu moins. Donc l'objectivité, c'est... Un idéal asymptotique. Oui, voilà. C'est un idéal. On souhaite atteindre l'objectivité. Merci. Mais ce n'est pas une réalité. Et deuxième chose, il y a une... Je trouve qu'il ne faut pas aseptiser son texte. Il n'est pas interdit d'avoir des opinions, il n'est pas interdit d'avoir des jugements de valeur. Et le livre d'un journaliste n'est pas le livre d'un mathématicien ou de quoi d'autre. Donc il y a une écriture qui est différente de celle des hommes de science. Ce n'est pas un livre d'un professeur d'université et ce n'est pas un article de presse non plus, parce qu'évidemment, si ce livre était un article que je voudrais faire paraître dans Le Jour, il y a plein de termes que j'aurais enlevés. Donc dans ce livre, je m'autorise un certain nombre de libertés sur le plan du style, sur le plan de la démarche, que je ne pourrais pas me permettre dans un article de presse, par exemple. Donc, il ne faut pas faire un mélange sur un mélange de genres. Il y a un article de presse, c'est un article de presse. Un livre, c'est un livre qui a d'autres canons. Et puis, il y a même des ouvrages qui sont écrits sans tenir compte de quelque style que je sois ou alors de quelque code que ce soit. Voilà. Il n'y a pas de canon et je crois que je m'inscris dans cette démarche-là qui est absolument libre. Je dis exactement ce que je veux et, parce que c'est ma lecture à moi. Et après, je partage cette lecture-là avec le public qui peut l'apprécier ou pas, quoi. Mais je ne prétends pas, c'est vraiment une subjectivité qui est voulue. C'est une subjectivité assumée. On sait que le livre doit être lu et si on veut le critiquer, on le critique à partir des éléments qui s'y trouvent. La parole est désormais à qui voudrait la voir. Il suffit simplement de lever sa main gauche ou son pied droit, je ne sais pas trop, et vous aurez la parole. Ah, merci bien. Mon frère, dans le premier bar, me dit de me présenter. Je suis Alain Cyril Abena, c'est mon nom. Je suis analyste de discours et didacticien. J'y vais de recherche, donc Jean Bruno m'a contacté il y a moins de 35 heures et je me suis dit, bon, il a écrit un livre, moi je les observe dans les débats télévisés, les débats entre anciens amis, nouveaux adversaires. Bon, peut-être qu'en allant voir le livre de près, ça peut me donner davantage d'informations. Maintenant, j'avoue qu'après les réponses de Jean Bruno, je trouve également intéressant qu'il faut qu'on débatte du livre, qu'on débatte sur le livre. Et moi, honnêtement, le débat entre Étofis et Jean Bruno, il m'intéresse peu parce que j'aime les deux Camerounais là. Jean Bruno, c'est un vibrant journaliste. Je l'observe depuis ce pays, hors de ce pays. Je le trouve pertinent.
dans la manière dont il mène son métier. Et je crois également que Ethofis, c'est un patrimoine national pour nous. Donc, les deux, je les aime. Maintenant, parlons du livre, pas des hommes. Je suis heureux d'annoncer que nous recevons une amie très proche de Jean Bruno. Et voilà. Voilà, j'espère que la présentation est claire. La parole est à qui veut la prendre. Oui, monsieur. Je demanderai au protocole de vous... Je ne sais pas si quelqu'un peut nous aider à transmettre le microphone. Freddy, s'il te plaît. Voilà, bonjour. Je suis David Thiomajou, citoyen indépendant. Je voudrais d'abord féliciter l'auteur pour son courage et sa liberté. J'ai une question simple. Vous avez dit que vous avez enfourché la plume de l'historien pour faire ce livre. Je voudrais savoir si vous êtes l'historien de Samuel Eto'o ou bien l'historien de la FECAFOOT ou l'historien du football camerounais. Merci. Bonsoir tout le monde. Je suis Youssouf Moumbagna. Je viens de Bertois. Alors Jean Bruno, je voudrais savoir ce que vous avez appris personnellement, parce que hier, vous êtes du côté opposé, comme on peut le dire. Aujourd'hui, vous êtes avec l'adversaire et peut-être demain, vous ne l'êtes plus. Qu'est-ce que vous avez vraiment appris qui puisse servir de leçon à la jeune génération, idéologiquement parlant? Bonsoir à tous. Alain Rogimbo, journaliste en congé, RH d'Active. Je dois féliciter le Jean Bruno. On ne se connaît pas personnellement, mais nous vivons une époque extraordinaire à travers Internet. Et je vois, c'est comme si on a fréquenté ensemble, comme si on dîne ou déjeune chaque jour. Et je fais aussi un coucou à mon sauvageau personnel que je vois pour la première fois de près, mais on partage les amis communs. Donc, je viens pour, comme le maître a dit, acheter mon droit de critiquer le livre. J'avoue que je fais partie de ceux qui, sur les réseaux, dès qu'on a eu vent de ce que ce livre allait paraître, on a commenté le titre, la ANAC. Donc, dès que je suis arrivé, j'ai rapidement acheté le mien et j'ai feuilleté rapidement. Je ne peux pas dire que j'ai vu le contenu, mais de prime abord, comme ancien journaliste, c'est très bien écrit. On voit bien que c'est un professionnel de haut vol qui maîtrise la rédaction, en tout cas l'art du reportage. On n'a pas besoin d'avoir été dans cette campagne-là pour comprendre tout ce qui s'y est passé. Donc, j'ai 3 observations liminaires parce que je vais produire ma propre note de lecture que je vais publier sur ma page Facebook. Et en qualité de RH aujourd'hui, je compte vivement revenir dans le métier parce que ça me manque, je suis parti parce qu'à mon époque, il y a 25 ans, ce métier ne nourrissait pas son homme. On ne pouvait pas payer son loyer ni faire chauffer sa marmite. Donc, alors, trois observations et vous allez réagir. Je vous ai bien
suivi. Vous êtes constant dans ce que vous dites au sujet de ces livres. J'ai suivi votre intervention sur un plateau de télé. Alors, ma première question. Sur le livre, sur le titre tout au moins, parce que le titre est évocateur. OK? Et même provocateur. Donc, je juge que votre livre condamne le grand neuf à jamais à l'échec éternel. C'est trop dur parce que je crois que l'homme est capable de s'amender en fonction des observations et des critiques. Première observation. Deuxième observation. Je juge que la sortie de votre livre me semble précipitée. D'où la polémique qu'il suscite ou qu'il soulève depuis que l'annonce a été diffusée. Est-ce que si vous avez attendu tout au moins la fin du premier mandat du Grand Neuf, moi comme ça que je l'appelle au Grand Neuf, la fin de son premier mandat et produit un bilan, est-ce que ça n'aurait pas été pertinent? Parce que on dit qu'on juge le maçon au pied du mur. Vous avez jugé le maçon alors qu'il est en train de construire le mur. Il élève des parpaings. Vous l'avez déjà jugé, sanctionné. Donc, tout à l'heure, je vous ai suivi vraiment avec un très grand intérêt, où vous dites que vous avez fait vraiment un bilan. Je veux aussi, c'est un défi que j'ai relevé, qu'un de nos maîtres, Aman Manama, a lancé sur ma page. Je vais relever ce défi et faire aussi mon propre bilan, un bilan qui soit bien entendu sans concession. Je vais certainement me nourrir des éléments que vous avez convoqués et mobilisés. Donc, et puis ma dernière question là, elle est personnelle, elle peut aussi intéresser les anciens confrères ou bien les futurs, parce que je vais revenir dans le métier, parce que je suis proche de l'âge de la retraite où je serai libre de tout engagement. Je voudrais m'inquiéter de ce que votre production pourrait condamner les journalistes, pourrait, au conditionnel, condamner les journalistes parce que je ne vois plus, je réfléchis à haute voix, hein, je fais des conjectures, je ne vois plus un homme politique sérieux dans ce pays. Je vois une femme politique, bien sûr, si je parle des hommes politiques, une femme politique, un homme qui va embarquer dans son équipe comme directeur de campagne un journaliste, parce qu'un journaliste avec vous est un sérieux danger. Il y a, oui, je le dis, il y a des choses qui ne se disent pas. Qui ne se disent pas. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas être journaliste, vous accompagnez une campagne, vous avez certainement élaboré les stratégies, et après la fin de la campagne, qu'elle soit victorieuse ou alors malheureuse, vous venez vendre les secrets de la cuisine. Quand on est au salon, ce qui se fait à la cuisine n'a pas souvent vocation à être publié. Je vous remercie et félicitations encore pour le débat que vous avez. Oui, on va répondre d'abord aux trois premières séries. Et ensuite, on va revenir aux autres. Et merci infiniment pour ceux qui ont posé des questions. Je vais y aller rapidement. D'abord, David. Est-ce
que c'est un travail d'historien de Samuel Eto'o, de la FECAFOOT, du football camerounais. C'est tout cela en même temps. C'est tout cela à la fois. Le journaliste, dit-on, c'est l'historien de l'instant. Et donc, c'est un travail qui a été fait sur une période bien précise. C'est un ouvrage qui est valable pour l'élection historique d'une icône à la tête de la Fédération camerounaise de football. C'est un peu ça. Donc, c'est suffisamment circonscrit. Alors, moi, j'ai écrit d'autres livres par le passé. C'est quoi? Programmé pour échouer. Enquête sur la débâcle des Lions indomptables en Afrique du Sud. Après, la tragédie des Lions indomptables qui allait un peu plus loin au-delà de la débâcle au Brésil en 2014, qui revenait un peu sur un certain nombre de problèmes du football. Donc, je pense que je suis vraiment dans mon rôle d'historien de l'instant. J'ai également écrit Accordé avec fraude, qui prend pour prétexte la dernière présidentielle de 2018 et qui revient un peu sur le processus électoral au Cameroun, avec tout ce que cela comporte comme tard. Donc, je pense que je suis dans mon rôle. Youssouf, qu'avez-vous appris? Beaucoup. D'abord, cela fut une expérience extraordinaire pendant cette campagne aux côtés de Samuel Eto'o, de voir comment quelqu'un se bat pour obtenir quelque chose, de voir comment quelqu'un met toutes les chances de son côté pour essayer d'arriver à ses fins. Mais en même temps, ça a été une expérience de voir comment on peut croire connaître quelqu'un et se planter. Ça également, j'ai beaucoup appris. Voilà, donc j'ai énormément appris en étant dans cette campagne avec Samuel Eto'o, en rencontrant énormément de Camerounais parce que c'est quelqu'un qui est extraordinairement populaire. Nous avons été partout. Vous ne pouvez pas imaginer le niveau de ferveur populaire qu'il y avait autour de la candidature de Samuel Eto'o et qui nous a donné le sentiment à cette époque-là que nous avions fait le bon choix de soutenir ce candidat-là. Et je ne suis pas le seul à être déçu aujourd'hui. La différence, c'est que moi, j'ai été déçu et je l'ai dit. Les autres avalent les couleuvres. Moi, je ne sais pas avaler les couleuvres. C'est-à-dire qu'ils sont là. Quand ils me rencontrent, Jean-Bruno, toi-même, tu sais que le type là n'écoute personne et tout. Donc, ils sont déçus, mais ils ne peuvent rien dire, soit parce qu'ils ont peur, ou alors parce qu'ils sont déjà allés tellement loin dans leur relation qu'ils ne peuvent plus faire marche arrière. Dieu merci, mon processus d'endoctrinement en quelque sorte n'était pas arrivé à son terme et puis je me suis libéré. Donc c'est un peu ça. Dernière question, ça c'est pour Alain Roger qui a fait 3 remarques, je vais y répondre. Le titre le condamne définitivement. Je ne suis pas sûr. D'abord, c'est pour ça qu'il faut faire très très attention de résumer un livre essentiellement à son titre. C'est très très dangereux de résumer un ouvrage uniquement à son titre. Il faut avoir le courage et la patience d'aller jusqu'au bout des lignes et de pouvoir avoir une appréciation qui soit intéressante. Si vous vous contentez par exemple du titre programmé pour échouer, c'est très très compliqué, surtout si vous mettez programmé pour échouer et la photo du capitaine des Lions indomptables, vous dites ah d'accord, donc le capitaine était programmé pour échouer. Or, il ne s'agit absolument pas de ça. C'est une enquête qui analyse les raisons pour lesquelles le Cameroun, qui avait une bonne équipe en 2010, est arrivé dernier de cette compétition. Donc, le titre, il n'est pas dur. Le titre résume un peu le sentiment qui est celui de nombreuses personnes, d'un certain nombre d'acteurs du football qui avaient placé leur confiance dans l'arrivée de Samuel Eto'o à la tête de la Fédération camerounaise de football et qui aujourd'hui sont déçus par son bilan qui, pardonnez-moi, ça peut paraître dur, son bilan qui est indigent. Deuxième remarque, est-ce que la sortie de ce livre n'est pas précipitée? Non. Puisque, quel que soit le moment où j'aurais choisi de sortir ce livre, il sera critiqué. Autant le sortir. Parce que si j'attends la fin de la campagne, de son magistère, encore que rien ne dit qu'il va arriver jusqu'au terme de son mandat. Parce que les Guibaï Gatama et plein d'autres gens sont à ses trousses. Ils ont un certain nombre de procédures qui sont pendantes au tribunal arbitral de sport. Ça les calme maintenant, mais en réalité, c'est un calme de cimetière. Ça boue de l'intérieur. Donc, rien ne dit qu'il va arriver au terme de son mandat. Et l'autre chose également, c'est un calcul purement journalistique.
La première caractéristique de l'information chez le journaliste, c'est quoi? Être le premier. L'exclusivité, tu vois. À l'époque, quand nous étions avec Haman Mana, il avait une formule, être les premiers, être les plus complets et les plus originaux. Donc, je ne voulais pas que quelqu'un me vole la primeur d'écrire un livre, au moins pour raconter d'abord la chevauchée historique et victorieuse de Samuel Eto'o vers la Fédération camerounaise de football et également son bilan. Et l'autre chose également, c'est que c'est un bilan à mi-parcours qui n'empêche pas un bilan beaucoup plus exhaustif en fin de mandat. Voilà, donc rien n'empêche que je ne revienne pas à la fin de son mandat pour faire cette fois, non pas un bilan d'étape, mais un bilan qui cette fois sera exhaustif. Et honnêtement, dans le management moderne aujourd'hui, il y a un certain nombre de repères. Même au bout de 100 jours d'un manager, on peut savoir s'il ira quelque part ou pas. Et au bout des 100 premiers jours de Samuel Eto'o, les langues commençaient déjà à se délier pour se demander si on ne s'était pas trompé de personne. Il y a le journal Ligne d'Horizon qui a fait une édition spéciale sur le premier anniversaire, je crois, de l'accession de Samuel Eto'o à la présidence de la Fédération camerounaise de football. Donc je pense que ce n'est pas trop tôt. Au contraire, il fallait faire ce livre-là maintenant, qui n'empêche pas qu'on puisse faire un autre une fois qu'il sera arrivé au terme de son mandat. Alors, est-ce que votre attitude ne pourrait pas condamner des journalistes? Il n'y a qu'au Cameroun qu'on peut croire que ça va condamner des journalistes sous les cieux où les journalistes écrivent. Parce que c'est quand même dommage qu'au Cameroun, des journalistes qui sont normalement des professionnels de l'écriture n'écrivent pas assez. Moi, je suis un professionnel de l'écriture. Donc, je suis toujours très amusé quand quelqu'un me reproche d'avoir écrit ce que je sais faire, écrit. C'est mon travail, je suis un professionnel de l'écriture. Quand vous regardez en France, il y a 2 journalistes français qui ont publié un livre, je crois que c'est Darvet et puis son collègue là. Le titre du livre, c'est « Un président ne devrait pas dire ça ». C'est-à-dire, c'est des gens qui rencontraient François Hollande pratiquement chaque semaine. C'était vraiment ses visiteurs du soir. Et ils discutaient ensemble. Ils sont rentrés produire un livre. Ça ne les a pas condamnés à ne plus être journalistes ou alors ils ne sont pas devenus pour autant des parias où on estimait que non, vraiment, il ne faut plus parler à ce type-là. Il n'y a que dans des pays comme les nôtres où on a la culture de la cachotterie, la culture du secret. Patrice Nganan dit la culture du loknchou, c'est-à-dire que tais-toi, ne parle pas, nécho. Voilà, non, il faut écrire. Chaque fois que quelqu'un vit une expérience, moi je l'encourage à écrire pour la postérité, pour l'histoire. Et l'autre chose également, c'est que même à titre personnel, j'avais besoin de ça. Je vous dis que pendant 2 ans, on a répandu plein de mensonges alimentés par mes anciens camarades dans cette équipe de campagne-là, des mensonges à mon sujet. Et le jour où je décide de prendre ma plume pour établir ma vérité, on estime que je ne devais pas le faire. Je trouve ça quand même hallucinant. C'est-à-dire qu'on doit quand même me permettre d'apporter des explications à ce qui a été répandu comme mensonge depuis 2 ans. 2 ans, je me réveille chaque matin avec une boule dans le ventre. Je reçois des messages. Ah, Jean-Bruno, ah bon, donc c'est comme ça, tu avais fait ci, non, tu avais fait ci, non. Maintenant, j'écris un livre pour apporter des explications pour l'histoire. Non, c'est pour l'histoire. Si on ment à mon sujet pendant que je suis encore en vie, imaginez ce qu'on va faire quand je ne serai plus là. Dieu merci, mes enfants, ils auront mes ouvrages et ils diront non, attention, papa n'avait pas fait telle chose. Et pour moi, j'y tiens. Donc pour moi, c'est quelque chose de très, très important. Et pour finir sur ce plan-là, si quelqu'un a cru que être le directeur de campagne de Samuel Eto'o me condamnait éternellement au silence sur ce qui se passe à la Fédération camerounaise de football. Si lui-même, il l'a pensé un seul instant, eh bien, qu'il se rende compte qu'il s'était planté lourdement. Parce qu'en tant que citoyen, d'abord, j'ai le droit de me prononcer sur ce qui se fait à la Fédération camerounaise de football, même si j'ai été le directeur de campagne de Samuel Eto'o. Et je voudrais encourager de nombreux Camerounais à ne pas être des avaleurs de couleuvres. C'est-à-dire que dans nos environnements professionnels, quand vous regardez le gouvernement, un peu partout, les gens sont mécontents en privé. Et demain, ils diront « Ah non, moi, je n'étais vraiment pas d'accord avec ce qui se faisait. » Ah bon? Et qu'est-ce que tu as fait? Quand on n'est pas d'accord, quand on ne veut pas, on dit non.
J'aurais pu rester dans mon coin, ronger mon frein, être déçu par ce qui se fait sans rien dire. Mais là, j'aurais été comptable de cet échec-là devant l'histoire. Or, je n'ai pas été d'accord avec ce qui se fait et je l'ai fait savoir pour l'histoire. La parole pour son observation. Merci beaucoup. Je crois que le micro va bientôt arriver au Shabbat. Hein. Ne vous en faites pas. Moi, je parlais 2 minutes. Je suis donc Françoise Pouené, affectueusement appelée Mami Nyanga. Aujourd'hui, Madame le Sénateur. Alors, moi, je vais dire 2 petites choses. Je voudrais dire que je voulais commencer par saluer le courage de M. Jean-Bruno Tani, que j'appelle très souvent le fiston. C'est mon petit frère, mais je l'appelle le fiston parce qu'on s'est connus il y a très longtemps et on a gardé ce thème-là. Je voulais saluer son courage et vous savez, partout où je passe, j'essaie de faire de la pédagogie. Je voudrais faire 2 mots de pédagogie. En fait, dans la vie, il y a 2 choses difficiles à avoir ou importantes. Parce que quand vous arrivez à un certain niveau de la vie, vous n'avez plus quelqu'un qui peut vous critiquer. Oui, parce que même si vous faites pipi dans la culotte, on va applaudir. Et dehors, on dira, dit non, vraiment, ce monsieur-là, il pisse dans les culottes tout le temps. Parce que les gens n'ont plus courage de vous critiquer. Et la deuxième chose importante dans la vie, c'est quelqu'un à qui vous pouvez vous abandonner. L'abandon. Parce que quelquefois, même avec votre propre épouse, vous ne pouvez pas vous abandonner. Même avec votre propre enfant, vous ne pouvez pas vous abandonner. Donc, c'est 2 choses importantes dans la vie qu'il faut retenir. Donc, si vous réussissez dans la vie à avoir quelqu'un qui peut vous critiquer, quelqu'un qui est intelligent, qui peut vous critiquer, eh bien, il va changer votre vie. Si vous réussissez dans la vie à avoir quelqu'un chez qui vous pouvez vous abandonner, c'est-à-dire vous déposez votre verre, vous allez au vestiaire, vous n'avez pas peur. Vous dormez, vous ne sursautez pas, vous n'avez pas peur. C'est que vous avez eu l'essentiel de votre vie parce que les autres pensent que c'est l'argent. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas l'argent. C'est ça qui est important. Alors, je voudrais clôturer en disant que j'apprécie également l'humilité de mon petit frère, M. Jean-Bruno Tani, parce que je lui ai dit, mais Jean-Bruno Tani, pourquoi on va en Vorada? On a les salles ici à l'hôtel Franco. Il m'a dit, oui, et c'est gratuit. Je lui ai dit, c'est gratuit. Il faut venir faire ça ici. Pour lui, oui. Pour lui et aussi même pour certains d'entre vous qui ont déjà eu à bénéficier de la générosité de votre maman. Vous le savez. Mais je voudrais dire pour lui, oui. Mais il me dit, mais maman, laisse, j'irai en Vorada. Je lui ai dit, mais je n'aurai même pas de place pour parquer ma voiture. Il m'a dit, maman, tu vas garer un peu à l'angle et tu vas entrer. Donc, je voudrais saluer ces 2 pas-là pour dire que vraiment, l'échec étant le fondement de la réussite. Parce que s'il est dur d'échouer, il est pire de n'avoir jamais tenté de réussir. Là, maintenant, je parle d'Étophis, parce que lui m'appelle la grande sœur. Je voudrais dire que il est à l'apprentissage. Je n'ai pas lu cet ouvrage de fond en comble. Je l'ai parcouru rapidement parce que Jean-Bruno me l'a déposé que hier. Je n'ai pas eu beaucoup de temps, mais je voudrais dire donc, pour clôturer, que l'échec étant le fondement de la réussite, parce que s'il est dur d'échouer, il est pire de n'avoir jamais tenté de réussir.
Et ça, j'ai dit ça pour Monsieur Samuel Eto'o. Et je voudrais donc dire à mon petit frère, Monsieur Jean-Bruno Tani, que franchement, je le félicite et je l'encourage parce que ce qui détruit aujourd'hui les Camerounais, c'est que tout le monde critique, mais personne ne lève le petit doigt. Les gens murmurent dans les familles, ils murmurent dans les bars, ils murmurent dans les snacks, ils murmurent. Ayons le courage d'avoir des critiques et surtout des critiques positives. Je vous remercie. Pas le Shabbat, ils ont beaucoup attendu. Ok. Non. J'aurais bien voulu. Je m'appelle Blérion Yemek. J'aurais été aise de ne pas prendre la parole, mais c'eût été un crime de lèse-majesté. Et j'ai été réconforté par les propos de chute de Madame le sénateur ou la sénatrice. Personne n'a le courage de lever le petit doigt. Vous avez ici quelqu'un qui ne lève pas le petit doigt, 10 doigts. Moi, je lève les 10 doigts. Je lève aussi les pieds. Voilà. Je suis venu ici pour manifester à Jean-Bruno Tagne mon amitié. Il arrive des moments où les gens ont même peur de dire que je suis l'ami de tel. Parce que quand vous êtes l'ami de quelqu'un qui n'est pas milliardaire et qui, lui, n'est pas l'ami d'un milliardaire, vous êtes l'ennemi du milliardaire. Il faut éviter de dire que je suis l'ami de tel. Moi, je suis l'ami de Jean-Bruno Tagne. C'est pour ça que je suis venu ici comme première chose. Deuxième chose, du point de vue du livre. J'ai entendu quelqu'un dire « On juge le maçon au pied du mur. Quand le mur commence tordu, ne laissez pas que le mur monte. » Si vous laissez le mur monter, il va tomber. Vous dites au maçon tout de suite, arrête. Ce n'est pas toi. Et comme j'aime parler avec les images, j'ai construit un petit domicile en Kouaban. Et celui qui était chargé de contrôler les travaux, c'était mon grand frère. Après 2 semaines, je me rends compte que le gars va acheter le fer à Eligdoua. Je lui dis, mon frère, si c'est les fers de Ligdoua qui vont construire cette maison, je crois qu'on ne va pas arriver. Je l'ai remplacé par notre neveu. La famille a dit, j'ai dit, ce n'est pas votre maison. Il n'y a pas de fraternité dans ma maison qui va faire tomber ma maison. Mon neveu a bien construit ma maison. Donc, il n'est pas une erreur de se tromper. C'est pas errare humanum est, sed perseverare diabolicum. L'erreur est humaine, mais persévérer dans l'erreur, c'est cela qui est diabolique. Donc, j'ai pardonné à Jean-Bruno Tagne parce qu'il s'est trompé. Je lui ai pardonné parce qu'il n'a pas persévéré dans l'erreur, et il le sait. Et c'était donc le moment d'écrire. La campagne est finie il y a 2 ans. Vous vouliez qu'il attende quand? Fin de quel mandat? Il y a pas, 2 ans, c'est trop. Tu as trop tardé pour écrire. C'est comme si tu ne savais plus écrire. Dès que c'est mauvais, on dit que c'est mauvais. Et on le fait savoir. On te traitait déjà de complice. Et quand je le dis, c'est pour que les gens qui sont venus, chacun avec son idée, gardent bien en idée qu'il y a des gens qu'on ne peut pas corrompre. Vous pensez que moi, je n'ai pas été approché pour cette campagne? Je l'ai été. J'ai dit à celui qui m'a approché, je vous connais. Vous voulez embrasser les gens pour mieux les étreindre. Embrassez Tagne. Moi, vous n'allez pas m'embrasser. Voilà. Je vous remercie. Merci de me passer la parole, Pifoura Abdelkabi. Le titre, c'est l'arnaque. Je me pose cette question. Qui a arnaqué qui? Monsieur Jean-Bruno Tagne, qui a arnaqué le peuple camerounais ou bien le peuple critique envers le principal responsable de la FECAFOOT, qui depuis disait que ce monsieur fut un grand footballeur, mais la responsabilité qu'il peut porter, ça ne le suffit pas, comme vous avez mentionné dans l'un de vos posts sur Facebook. L'autre, est-ce que
aujourd'hui, Jean-Bruno Tagny n'a pas été arnaqué, parce que s'il y a une chose que je salue sur le président de la FECAFOOT, c'est de se faire petit pour accomplir sa mission. Jean-Bruno Tagny a commis, il y a de cela 5 ans, 10 ans, 2 ouvrages sur lui. Les ouvrages à gage. Pendant la campagne, quand il a déclaré sa candidature pour les élections à la FECAFOOT, il fallait chercher quelqu'un. Quelqu'un qui a été très dur envers lui. Il part chercher Jean-Bruno Tagny. Il finit d'utiliser Jean-Bruno Tagny. Il a atteint son objectif. Aujourd'hui, Jean-Bruno Tagny est en train de rédiger les livres, mais il reste et demeure le président de la FECAFOOT pour le moment. Je me pose cette question. Qui a arnaqué qui? Jean-Bruno Tagny, qui a arnaqué nous, le peuple camerounais, critique envers celui qu'on disait qu'avec cette allure, il a été capitaine des Lions Indomptables, il n'a pas été à la hauteur d'un rassembleur qu'on attend de lui, ou bien c'est Jean-Bruno Tagny qui nous a trompés. Voici ma préoccupation. Qui a arnaqué qui? Est-ce Eto'o ou c'est Jean-Bruno Tagny? Bonsoir à tous. Je suis Rosanne Jimeni. J'ai une question pour l'auteur Jean-Bruno Tagny du livre Arnaque. Ma question est la suivante. Est-ce que Jean-Bruno Tagny aurait quand même écrit son livre s'il avait été nommé à la FECAFOOT comme les autres? Ça, c'est ma question. Merci, madame. Une dernière question pour la Bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Bonsoir, monsieur Jean-Bruno Tagny. Oui, je suis Harold Zodom. Je fais dans la construction et je suis un passionné de la communication et du football. Alors, je vais tout d'abord féliciter l'auteur de ce livre, puisqu'il n'est pas facile d'écrire, et lui faire comprendre que merci aussi, parce que lorsqu'on lit le livre, il présente d'un côté aussi Samuel Eto'o comme un modèle dans l'introduction du livre. La première préoccupation, je vais aller sur le sous-titre Pro Camto, Pro Bia. Lors de votre première rencontre avec M. Samuel Eto'o, où vous lui dites très clairement et honnêtement, tous les membres du gouvernement ne vous aiment pas trop, parce qu'on croit que vous êtes de connivence avec le parti d'opposition. Où M. Samuel Eto'o vous fait comprendre qu'il n'y a pas de problème et qu'il souhaite travailler avec le meilleur journaliste et écrivain que vous êtes. Alors, ma question est de savoir, est-ce qu'en produisant ce livre, vous n'avez pas peut-être des ambitions politiques? Première question. Deuxième préoccupation, je reviens sur le titre. Et toutes nos excuses si je reviens encore sur le mot précipitation. Oui. Parce que pour moi, je me dis, et vous l'avez révoqué tout à l'heure, dans le management moderne, après 100 ans de jours de management, 100 jours de management d'un responsable, on peut évaluer s'il va réussir ou pas. Vous savez dans quel environnement Samuel Eto'o a pris notre football. Et vous savez tous les problèmes qui étaient liés aux affaires du football. Alors, je reviens en disant, est-ce qu'il n'était pas possible d'attendre les 4 années de son mandat pour pouvoir, c'est 4 ans s'il vous plaît, oui, pour pouvoir écrire ce livre? Je vous remercie. Voilà, merci. Je vais d'abord répondre à cette question pour Merci infiniment à Madame le sénateur. Merci pour ces paroles très, très aimables. J'ai la chance de la voir comme grande sœur, maman, mais surtout amie. Et moi, ça me fait très, très plaisir qu'elle soit venue ici malgré son emploi de temps très, très chargé. Elle m'a dit qu'elle viendrait, mais je n'y croyais pas. Sauf que, en général, c'est une personne qui n'a qu'une seule parole. Merci infiniment.
Merci aussi à Blaireau Niemek pour ses paroles. Nous avons eu l'occasion de discuter avant même que ce livre ne sorte, donc je sais exactement ce qu'il pense. Alors, qui a arnaqué qui? Je pense qu'il y a quelqu'un qui dirige la FECAFOOT aujourd'hui. Et c'est lui qui avait promis un certain nombre de choses aux Camerounais. Moi, j'ai été une caution morale et intellectuelle à son arrivée à la tête de la Fédération camerounaise de football. Mais il ne faut pas être prétentieux et croire que c'est moi qui ai installé Samuel Eto'o à la FECAFOOT. Non, nous étions là pour l'accompagner. Et je dois à la vérité de dire que s'il y a quelqu'un qui faisait sa propre campagne, c'est lui-même. C'est-à-dire, il s'est battu, il a mouillé le maillot, il a travaillé pour être à la tête de la Fédération camerounaise de football. Il ne dormait pas. Il y a des fois où on se séparait à 1h du matin et à 4h, vous voyez qu'il vous envoie un message. Donc, c'est quelqu'un qui a travaillé pour être là où il est et il faut rendre hommage à son effort. Le problème, il n'est pas là. Et c'est justement cet amalgame-là qui est un peu gênant chaque fois qu'on parle de Eto'o parce que les gens croient que critiquer Samuel Eto'o veut dire remettre en question la légende du football qu'il est. Non, ce n'est pas possible de remettre en question ce qu'il a fait en tant que footballeur. Sauf que à la FECAFOOT maintenant, ce n'est plus de football sur le terrain qu'il est question, c'est de management. Et il gère un pan important de la société camerounaise qui s'appelle le football et nous avons le droit de le critiquer là-dessus. Et je voudrais rappeler que plus on monte, plus le vent souffle très fort. Et donc, si vous ne voulez pas faire face au vent violent qui souffle plus haut, ne montez pas. Restez au sol et personne ne viendra jamais vous inquiéter. Donc, on ne peut pas se battre comme il l'a fait pour être président de la FECAFOOT et croire que ce serait un poste tranquille, peinard, où on va dormir, n'avoir que des applaudissements. Non. Non, 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 non. Ceux qui étaient là avant lui ont eu chaud. Iya Mohamed, aujourd'hui, il est en prison. Je ne voudrais pas revenir sur ce qu'il a envoyé en prison parce que ce serait trop de conjectures, mais je peux vous dire que quand Iya Mohamed était président de la Fédération camerounaise de football, ça tirait. Et Eto'o fait partie des gens qui tiraient. Donc aujourd'hui qu'il est aussi président, il ne faut pas qu'il croie que ce sera différent. Voilà. Et ses résultats, malheureusement, sont contre lui. Parce qu'on veut bien l'applaudir, mais il ne donne pas des raisons de le faire. Ça, c'est une chose qu'il faut savoir. Donc, le public se sent arnaqué parce que le président avait promis un certain nombre de choses et 2 ans plus tard, il n'a pas fait ce qu'il avait promis et il n'en prend pas le chemin. Alors, l'autre chose également, c'est le fait d'avoir été directeur de campagne de Samuel Eto'o, et je voudrais une fois de plus le redire, ne me condamne pas éternellement au silence ou alors fait que d'office, je ne peux plus parler du football camerounais. Non, il faut oublier ça. C'est-à-dire que ce n'est pas possible. Si lui-même, il a cru ça, je pense qu'il s'était trompé. Quand on a été quelque part, cela ne vous empêche pas de critiquer. Et il faut même le faire. Parce que ce sont vos critiques vues de l'intérieur qui peuvent permettre d'améliorer les choses. Donc pour moi, c'est une question, pardonnez-moi, de non-sens que de croire que parce qu'on a été quelque part, on ne peut plus critiquer. Et je pense que Samuel Eto'o n'est pas venu me chercher au hasard. Et ce livre, c'est également l'occasion de rétablir la vérité. Parce que moi, j'ai vu des gens prétendre que j'étais allé demander à Samuel Eto'o à être candidat. Non. Moi, à être directeur de campagne, j'étais tranquille. Il m'a appelé, il est venu me chercher et m'a proposé d'être son directeur de campagne. Je ne lui avais rien demandé. Et il n'est pas venu par hasard. Et je pense que son acte d'être venu me chercher, malgré les ouvrages que j'avais écrits et malgré l'opinion que j'ai de lui et que je n'ai jamais eu peur de dire, j'ai pensé qu'effectivement, c'était un acte qui montrait qu'il avait compris ce que j'essayais de faire, qu'il n'y avait aucune haine dans ce que je faisais, mais que je faisais simplement mon travail. Et parce que justement, je n'arrive pas à comprendre que même des gens qui seraient très proches de Samuel Eto'o disent oui, il critiquait et maintenant il ne critique pas. Un peu comme si ça veut dire que j'avais condamné définitivement Samuel Eto'o. Non. Moi, je suis un être humain et je fais confiance à l'être humain qui est en face de moi. Je pense qu'il est sincère jusqu'à ce qu'il me montre qu'il ne l'est pas. Et c'est le sentiment que j'ai eu. Quand Samuel Eto'o vient me voir, je considère que c'était un acte d'humilité extraordinaire. Il pouvait prendre n'importe qui, mais il m'a choisi, il avait ses raisons. Et je pense que l'une des raisons, c'est parce qu'il se disait, si ce type-ci, qui sur les 10 dernières années m'a critiqué, vient maintenant dire que
Samuel Eto'o est un bon candidat, beaucoup de gens vont le croire. Et c'est vrai, parce que j'ai reçu des appels à des niveaux que vous ne pouvez même pas soupçonner, de gens qui me demandaient. Et c'est ça que et ça m'a permis de comprendre l'idée que les gens se faisaient de Samuel Eto'o. Parce que le nombre de personnalités qui m'appellent pour me dire, Jean-Bruno, tu es vraiment sûr que ce type-là a changé? Et là, je me suis dit, waouh, quelle idée ils ont de lui. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Donc moi, je leur disais, oui, le gars que moi j'ai rencontré, et le mot, je n'ai pas arrêté pendant la campagne de dire exactement la même chose. J'ai le sentiment qu'il a gagné en maturité. C'est tout ce que moi j'ai dit dans toutes les interviews que j'ai accordées pendant notre campagne. J'ai le sentiment qu'il a gagné en maturité. Parce que souvenez-vous, programmé pour échouer, c'est 2010. Et il vient me chercher 2021, donc 11 ans plus tard. En 11 ans, pardonnez-moi de croire que quelqu'un peut avoir changé 11 ans après. Et à l'époque, quand j'ai écrit un livre, il était sur les terrains. 2014, il était encore sur les terrains. Les actes que l'on pose quand on est dans le feu de l'action, ce n'est pas exactement la même chose lorsqu'on a quitté les terrains. C'est du moins ce que je pensais. Et pendant la campagne, il a été exemplaire. Mais je me suis rendu compte qu'en réalité, il s'est fabriqué une attitude pour correspondre à ce que les gens attendaient de lui pour des besoins électoralistes. Et donc, je suis désolé d'avoir fait confiance, mais je continuerai à faire confiance aux gens comme moi. Je ne suis pas Dieu pour penser que je vais condamner définitivement les gens. Bonsoir à Rosange, que je vois avec plaisir. Est-ce que si j'avais été nommé, j'aurais écrit ce livre? Peut-être pas le même livre, mais la question de la nomination, il faudrait une fois de plus que je revienne là-dessus. Quand j'ai décidé de soutenir Samuel Eto'o, je n'ai subordonné mon soutien à rien du tout. Même pas à un poste au sein de la Fédération camerounaise de football. Et je n'ai jamais rêvé d'obtenir un poste à la FECAFOOT pour des raisons objectives. Je vais vous expliquer. Quand nous étions en campagne, le poste de secrétaire général, qui est celui que tout le monde voulait, dans toute notre équipe, là, tout le monde voulait être secrétaire général, je ne pouvais pas être secrétaire général pour une raison qui est simple. Le secrétariat général avait été promis à Benjamin Banlock, qui était dans notre équipe de campagne et qui était déjà secrétaire général de la Fédération camerounaise de football avant d'en être viré par Seydou, qui le soupçonnait d'être un pion de Samuel Eto'o dans son administration. Donc, c'était mort. Directeur de cabinet, je ne pouvais pas l'être parce que je ne suis pas l'ami de Samuel Eto'o. Même quand on était en campagne, je n'étais pas son ami. Nous, on avait des relations essentiellement professionnelles. Or, le poste de directeur de cabinet, c'est un poste que vous ne confiez pas à n'importe qui. C'est un peu comme secrétaire particulier. Donc, moi, je voyais plus Ernest Obama à ce poste-là. Directeur marketing et communication, je ne pouvais pas l'être également parce que c'est Benjamin Pondi qui est dans le domaine. Il a travaillé chez Guinness au marketing. Il a travaillé chez chez Western Union et tout. Donc, c'était vraiment son truc. Et en plus, il a l'avantage d'être l'ami de Samuel Eto'o. Je devais être quoi? Chef du département de la communication, je ne pouvais même pas accepter. Team Press Officer, ce serait quand même une plaisanterie que moi, j'aille être Team Press Officer. Donc, cette prétendue question de poste qui m'aurait, qui me rendrait aigri, c'est des purs fantasmes. Je n'ai jamais négocié ou alors discuté avec Samuel Eto'o de poste. Et lui-même l'a dit. Il est passé à la télévision, il dit « Je n'ai rien promis à personne ». C'est vrai, il ne m'a rien promis et je ne lui ai rien demandé. Voilà. Et ça, c'est l'une des choses qui m'a profondément choqué parce que la première sortie de Ernest Obama, j'avais fait une critique. Le Monde m'appelle, je crois que c'était peut-être 3 mois après son élection, ou 4 ou 6 mois, je ne me souviens plus. Le Monde fait un article pour parler de Eto'o président et il m'appelle. Je fais un bilan, je dis oui, Samuel Eto'o est en train de faire de très très bonnes choses. Vraiment, il y a telle chose, il y a le championnat, le public revient petit à petit au stade et ainsi de suite. Il y a un bouillonnement positif. Vraiment, je dis ça. Je dis mais, il y a une dérive autoritaire que je commence à ne plus supporter. À l'époque, il était en train de chercher les problèmes à Guibaï Gattama. Il avait déjà jeté Parfait Siki en prison. Il était en train de persécuter une fille qui s'appelle Liliane Mbok-Bignette et tout ça. J'ai dit, il y a une dérive autoritaire qui est de nature à pouvoir détruire ce qu'il aurait pu faire de positif à la tête de la Fédération camerounaise de football. En réaction, on envoie Ernest Obama à la télévision et bon, c'était bien fabriqué hein, quand on organise ce genre d'émission. On dit bon, à la fin il faut me poser une question sur Jean-Bruno. Donc c'était bien préparé. Et là je me suis dit, et il dit vraiment, il faut que je dise que Samuel n'a rien promis à personne.
Le sous-entendu qu'il y a dans ce propos, c'est quoi? C'est qu'en fait, Jean-Bruno critique parce qu'il n'a rien eu. Je dis, mais c'est malhonnête. C'est malhonnête parce qu'ils savent très bien que ce n'est pas le cas. Si j'avais eu besoin d'un poste, c'est avant d'engager que j'aurais négocié ce poste-là avec Samuel Eto'o. Et il me l'aurait donné, même pour me virer un mois après, mais il me l'aurait donné quand même. Parce qu'il avait absolument besoin de moi quand il est venu me chercher. Il avait absolument besoin de moi. Il avait besoin de mon image pour soigner la sienne. Ça, c'est clair. Je le dis et c'est très très clair. Quand il est venu me chercher, c'était pour ça. Donc, c'est à ce moment-là que j'aurais pu négocier un poste et pas après en espérant qu'il va me donner. Non, si je lui avais dit je veux un poste de secrétaire général, il me l'aurait donné. Il me l'aurait donné, même pour me virer un mois après. Mais il me l'aurait donné quand même. Et aujourd'hui, honnêtement, quand vous voyez ce que la FECAFOOT là est devenue, est-ce que vous pensez que je regrette de n'avoir pas un poste là-dedans? Au contraire, parce que j'aurais gâté mon nom au contact de ce qui se fait en ce moment. Voilà. Donc, dernière question pour Harold Pro Camto Pro Bia. Oui, c'est un épisode que je raconte dans le livre parce que le jour où Samuel Eto'o m'invite à Douala, c'est ce jour-là que je m'engage définitivement pour être son directeur de campagne. Nous sommes attablés dans un restaurant. Et parce que quand il m'avait appelé pour me dire au téléphone, le premier coup de fil que je reçois de Samuel Eto'o, et ça c'est quelque chose d'assez extraordinaire qui traduit un peu la personnalité de l'homme. Quand il m'appelle, il se présente très très courtois au téléphone, là-dessus, rien à dire. Bonjour, comment va madame, les enfants, toi-même, ça va, la santé, bref. C'est vraiment un charmeur de serpent, quoi. Alors, après, il me dit, bon, écoute frère, je t'appelle, tu sais que je suis candidat à la présidence de la FECAFOOT. Et je lui dis, ah bon, tu es sérieux dans ton affaire? Là, moi, j'ai vu dans les réseaux sociaux et j'ai l'impression que c'est une blague. Il dit, ah non, 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 ce n'est pas une blague et je sais que je vais gagner. Et premier mot. Je suis candidat et je sais que je vais gagner. Là, nous sommes en septembre. Hein? En septembre. L'élection est encore bien loin. On n'a même pas encore ouvert, je crois que c'était en août ou septembre, donc on n'a même pas encore ouvert les candidatures. Et il me dit, je suis candidat et je suis sûr que je vais gagner. Surtout si tu es mon directeur de campagne. Et là, je reçois comme, je dis, oh, je me suis dit, certainement, j'ai mal entendu, donc je suis passé rapidement là-dessus. Je lui ai dit, bon, est-ce que tu as bien réfléchi et tout, et tout, et tout. Il dit, ok, bah écoute, dans ma tête, je me disais qu'il s'est dit, Jean-Bruno, j'ai besoin de ton soutien. Mais je n'ai pas entendu directeur de campagne. C'était tellement gros, je n'y croyais pas. Donc, c'est le jour où on se retrouve à Douala, il m'invite, on est dans un restaurant, qu'il me précise qu'il veut que je sois son directeur de campagne. Et pendant qu'on est en train de discuter de tout cela, de son progrès, de ce qu'il veut, est-ce qu'il a bien réfléchi, est-ce qu'il ne va pas, bon. Et je lui dis, bah, écoute, il faut que je sois sincère avec toi. Au Cameroun, ça bavarde beaucoup et ça ment aussi beaucoup. Quand tu vas annoncer que je suis ton directeur de campagne, tu ne vas pas recevoir que des applaudissements. Tu as tes amis dans le gouvernement et tout ça, il y en a pas mal qui ne m'aiment pas beaucoup, bon, ça ne me dérange pas. Et ils vont te reprocher d'avoir choisi quelqu'un qu'on présente comme un dangereux opposant pour être ton directeur de campagne. Est-ce que tu es sûr que tu vas assumer tout ça? Parce que je suis sûr que dès que tu vas annoncer, les gens vont t'appeler pour dire « Ouais, Jean-Bruno, c'est la tête à penser de Camto, c'est lui qui rédige les discours de Camto, c'est lui qui fait ci, c'est lui qui fait ci. » Je lui dis « Moi, il y a une chose qui est vraie dans tout ce que les gens disent là, c'est que moi, j'aime Maurice Camto. Je l'apprécie en tant qu'intellectuel, en tant qu'une personne qui a un certain nombre de valeurs. Je ne suis pas militant de son parti, non, pas du tout, mais j'apprécie l'homme. Et je lui ai dit, en pleine campagne, si on me pose une question sur Camto, je ne veux pas faire de l'anti-Camto pour faire plaisir aux gens ou alors pour être jugé fréquentable. Parce que voilà, quand tu t'appelles Tagne, si tu commences à insulter Camto, alors on dit, ouais, lui au moins il est différent, lui au moins il comprend, voilà, c'est ça. Et lui a dit, je ne vais pas faire ça. Si en pleine campagne, on me pose une question sur Camto, je vais dire exactement ce que je suis en train de te dire, que c'est un intellectuel brillant, que j'ai eu comme professeur à l'université, que c'est un homme politique qui a ses qualités, qui a également ses faiblesses. C'est ça. Et moi, je n'ai rien contre ce type. Donc, ne compte pas sur moi pour faire du Camto bashing, pour être jugé fréquentable et tout. Il m'a écouté sans rien dire. Et après, il me dit, Jean-Bruno, on m'a déjà dit tout ça.
ne sois pas naïf. Tu penses que je suis venu te chercher sans en avoir discuté avec 2 ou 3 personnes. On me l'a déjà dit. Mais moi, je leur ai dit que tu es un journaliste brillant. Ça, ce sont ses mots. Il a même dit à la télévision, tout le monde a vu. Et j'ai besoin de toi. Moi, je ne suis pas venu faire de la politique. Je suis venu parce que j'ai envie de rassembler les Camerounais autour des valeurs du football. Le Cameroun est déjà trop divisé. Il a fait un long discours, une longue tirade qui était absolument séduisante. Et il m'a dit, je suis là pour te protéger. Alors, quand il m'a dit ça, j'étais prêt à me lever, tout casser en faveur de Samuel Eto'o, parce que j'ai d'abord vu quelqu'un de courageux. La sénatrice disait tout à l'heure comment les gens manquent le courage de dire ce qu'ils pensent. Et Blaireau Niemek a enfoncé le clou en montrant comment on n'arrive même plus à dire qu'on connaît quelqu'un, soi-disant parce qu'on aurait peur qu'on dise que oui. Et donc, il dit, j'accepte que je m'en fous. Quand les Lions indomptables jouent, ça c'est Samuel Eto'o. Quand, et bon, il aime tout ramener à lui-même, il dit quand Samuel Eto'o marque un but, quand tu embrasses celui qui est à côté de toi, est-ce que tu veux savoir s'il est Bamileke, Bassa, du MSC ou bien du RDPC et tout ça? C'est ça que je veux apporter aux footballeurs, au football. Franchement, quand quelqu'un vous dit ça, si cela ne vous séduit pas, c'est que vous avez le cœur dur. C'est-à-dire que, et moi, je n'ai pas le cœur dur. Voilà. Donc, il m'a dit ça. J'ai trouvé que son discours, il était séduisant. Et c'est le discours que je voulais entendre. Parce qu'effectivement, nous sommes à un moment de notre histoire où il y a trop de clivages. Et moi, cette campagne de Samuel Eto'o, on a essayé de jeter les ponts. De jeter les ponts entre les sensibilités politiques, de jeter les ponts entre les ethnies, de jeter les ponts entre des gens qui ne se parlaient même pas. Quand il nomme Ernest Obama, moi, j'ai des amis qui m'appellent, qui me disent « Jean-Bruno, comment tu peux t'afficher avec Ernest? Non, c'est inacceptable. » J'ai dit « Mais c'est pas possible. Pourquoi vous voulez que je déteste quelqu'un? Je ne sais pas détester quelqu'un. » Et c'est moi qui lui ai dit « J'accepte Ernest dans l'équipe de campagne. » J'aurais pu par rancune, et j'ai tellement de raisons de le faire. Je lui ai dit « Non, moi, je ne m'affiche pas avec un type pareil et tout. » Non, je pense que s'il a eu le courage de venir chercher quelqu'un qui l'a critiqué pour être son directeur de campagne, moi, en retour, je ne peux pas dire non, je ne veux pas de tel, parce que j'aurais des inimitiés avec lui. Et pendant toute la campagne, tout s'est bien passé. Ernest était adorable, Samuel Eto'o était adorable, respectueux, il ne m'a jamais dit quelque chose de déplacé et tout. Vraiment, c'était très bien. Donc, je ne peux pas mentir parce que non, moi, mon seul problème, c'est qu'il n'a pas respecté ce qu'il a promis et je ne veux pas être comptable de cela devant l'histoire. C'est tout. Bon, est-ce que le livre est précipité? Non, je pense que Blaireau Niemek a apporté la meilleure réponse. Je ne peux pas dire mieux. Voilà. On va prendre une dernière série de 3 questions et puis on va libérer le public qui s'impatiente. La dame qui a le microphone. Allez-y, madame. La question directement, allez-y. La question, sans commenter, s'il vous plaît. Vous avez la parole. Jean-Bruno Tagneux. Et ma question directement est celle-ci. Dans un environnement aussi difficile sur le plan des libertés, dans un environnement où nous tous ne sommes pas étrangers sur le, entre guillemets, tu sais à qui tu as affaire, dans un environnement de l'ombra, pour citer l'autre, Jean-Bruno, dans un environnement où nous avons des interminables enquêtes sur un dossier que je n'ose pas prononcer ici, j'ai envie de dire, monsieur le journaliste, est-ce que vous n'avez pas peur? Et si donc vous n'avez pas peur, c'est quoi votre secret? Par conséquent, j'ai envie de vous proposer le titre d'un nouvel ouvrage qui sera « Les secrets d'un courage dans un monde, dans un pays, dans un environnement aussi difficile ». Je vous remercie. Bonjour à tous et à toutes. Je suis Briel Kola, je suis étudiant en marketing, commerce et vente. Je salue l'effronterie de M. Tagneux Jean-Bruno. Je ne me suis pas procuré le livre, c'est parce que je suis étudiant et ma bourse financière ne me le permet pas. Voilà. Ma question est, je caresse le désir de savoir pourquoi la couleur jaune en première et en quatrième de couverture. Je répète, je caresse le désir de savoir pourquoi la couleur jaune en première et quatrième de couverture. Merci.
Bonsoir, moi c'est Monsieur Foto. Bon, je suis très ému d'être en face de Monsieur Jean-Bruno Tagné parce que pour moi c'est une idole et je suis très admiratif. Bon, maintenant, j'ai appris la lecture au début des années 2020 par une certaine écrivaine au nom de Christine Nadia Fosso. Elle a fait une publication sur vous, je suppose que vous l'avez lu, en charge, où elle dit que tout pour vous, Monsieur Jean-Bruno Tagné, c'est du gombo, c'est de l'argent, et aussi que c'était impardonnable, c'était inconcevable pour vous, grand intellectuel, de penser que Eto'o pouvait changer le football camerounais dans un environnement socio-politique très désastreux. Bon, maintenant, ma question première est celle-ci. S'il vous plaît. D'accord. Est celle-ci. Est-ce que M. Jean-Bruno Tagné choisit ses combats? Parce qu'elle vous dit qu'elle vous a contacté pour la crise successorale qui est dans leur famille, mais vous avez décliné. Apparemment, vous avez pris le camp du plus offrant. Et demain, est-ce que vous pouvez écrire un livre sur Francis Ngannou? Qui? Non. Qui, l'écrivain Francis Ngannou, déclare ceci: il mange partout. Merci. Oui, Jacques-Edouard Niobé, un claironneur de médias. Déjà, au lieu des félicitations, moi, j'ai fait des observations critiques. L'arnaque, pour moi, c'est un terme péjoratif. Par rapport à vos réactions, disons les réactions qu'on a pu retenir là, par rapport à vos différentes interventions, nous ne sommes pas ici à l'arnaque. Nous sommes ici dans un diagnostic sans complaisance, tel que j'ai retenu. Surtout dans un diagnostic, il y a des aspects positifs et des aspects négatifs. Je n'ai pas lu l'ouvrage tel que le modérateur l'a dit. Il n'est pas facile de critiquer un ouvrage qu'on n'a pas lu, je le reconnais. Mais je me cristallise ici sur la titraille, l'intitulé de l'ouvrage, l'arnaque. L'arnaque est péjoratif, tellement péjoratif que ça va attirer plusieurs observations de ces observateurs indépendants qui n'ont même pas encore lu et qui commencent déjà à se défrayer dans les réseaux sociaux un peu partout. Alors que tel que vous avez réagi ici, je n'ai pas constaté que c'est de l'arnaque. C'est plutôt un diagnostic et le diagnostic, logiquement, est sans complaisance. Vous êtes en train de faire le diagnostic de l'homme. L'homme qui est aux affaires et logiquement, ça peut être positif, ça peut être négatif. Est-ce que vous avez donc réfléchi profondément dans votre cellule qui devait aboutir à ce livre définitif par rapport à cette titraille jusqu'à arriver à cette notion d'arnaque? Point d'interrogation. Merci. Oui. Merci de me passer le micro. Bonsoir à tout le monde. Je ne veux pas dire, comme les autres, que Jean-Bruno est brillant. Il sait que je viens à ces conférences, il n'y a pas de tradition, j'ai toujours été là. Oui, Jean-Bruno, je prends la parole parce que avant d'être aujourd'hui journaliste politique, tu as beaucoup fait dans le sport. Et j'imagine que tu as assez d'informations que nous ignorons. Le sport décline beaucoup de valeurs. D'où vient-il qu'aujourd'hui dans le sport au Cameroun, vous passez le temps à vous bagarrer sur les plateaux de télévision? Première question. La deuxième, je n'ai plus assez de respect pour le monde des sportifs parce que j'étais surpris qu'entre vous, vous écoutez. Comment en êtes-vous arrivé à vous écouter et à vous dénoncer par voie sur les réseaux sociaux? C'est les femmes, pour nous, qui se calomnient entre elles. Comment est-ce que vous êtes arrivé à vous calomnier entre vous sur les réseaux sociaux? Et pour finir, Jean-Bruno,
tu es encore très jeune et je vois dans cette salle des leaders politiques qui sûrement auront besoin de toi encore comme directeur de campagne. Est-ce que tu es prêt à encore accepter d'être directeur de campagne? Merci. Jean-Benoît, ma prière, c'est que tu ailles... Très vite, promis. 1 minute par question. Oui. Alors, oui, la première question de la dame, merci beaucoup. Merci, madame, pour les paroles aimables. Désolé, je n'ai pas bien retenu le nom. Non, honnêtement, je n'ai pas peur. Tout le monde me demande ça chaque jour. J'aurais peur le jour où j'aurais le sentiment de faire quelque chose de mauvais. Or, j'exerce simplement quelque chose qui est naturel, qui est ordinaire dans une démocratie comme la nôtre, c'est-à-dire la liberté d'expression, la liberté d'opinion. Donc, honnêtement, je n'ai pas peur. Voilà, tout le monde m'appelle. Non, moi, j'aurais cette peur-là le jour où j'aurais le sentiment de faire quelque chose qui soit répréhensible. Pour moi, c'est tellement naturel. Quand j'ai écrit ce livre, d'en parler, c'est tellement naturel que je suis surpris que des gens aient peur à ma place. Donc, je ne vais pas en dire plus. Brice Collard, qui est un jeune étudiant, malheureusement, il ne peut pas acheter le livre. Le professeur Chandava va en offrir un. Il l'a promis. Donc, le jaune de la couverture, honnêtement, sur les explications chromatiques, les couleurs, les significations, moi, je ne sais pas. Avec mon infographe, on a conçu, j'ai dessiné ma couverture et il a appliqué ce que je voulais et c'est très bien. L'éditeur a accepté, donc pour moi, c'est bon. Les explications, après, chacun peut expliquer ce que veut dire le noir, le blanc, le jaune et tout ça. Moi, je ne sais pas. Alors, sur la question de Nadia Christelle Fotso, alors je vais répondre et qu'effectivement, cette cérémonie me donne l'occasion de réagir, mais pas de lui répondre, parce que j'estime que parfois, dans certaines circonstances, il vaut mieux adopter le silence du mépris face à quelque chose d'une telle gravité. Alors, c'est une dame qui a publié un texte dernièrement qui était assez violent, où elle m'a découpé en petits morceaux, vraiment au vitriol. Elle a trempé sa plume dans le vitriol pour pouvoir écrire ce texte-là. Alors, automne 2019, je me retrouve en Belgique. Et cette dame avec qui j'échangeais déjà, je ne l'avais jamais rencontrée. Elle m'avait écrit pour se présenter comme étant l'une des filles de l'homme d'affaires Fotso Victor. Donc j'échangeais avec elle, on discutait régulièrement et elle m'envoyait des textes de tribune que je faisais publier dans Le Jour, parfois Mutation, Le Messager également. J'utilisais mon entre-gens auprès de ces rédactions-là pour publier ces tribunes. Et parfois, ces rédactions-là refusaient ces tribunes parce qu'on les trouvait parfois un peu des tribunes violentes et tout, mais je trouvais toujours le moyen de faire publier ces tribunes. On échangeait. Et elle m'avait d'ailleurs sollicité une fois parce qu'elle souhaitait que je fasse un film. À l'époque, je travaillais à Canal 2. Que je fasse un film sur Victor Fotso. Et je lui avais dit, bah, écoute, fais un tel film. J'en avais même parlé à mon patron à l'époque. Et il m'a dit, bah, écoute, tu sais, ça demande des moyens, on va voir. Et on ne l'a jamais fait. Donc, quand je la rencontre à Bruxelles en automne 2019, j'étais en cours séjour privé là-bas. Et donc, au cours de nos discussions, on a longuement parlé d'elle-même, de sa famille, du Cameroun, de tout. Et elle m'a présenté le manuscrit d'un livre qu'elle voulait faire publier. Et ce livre portait sur les Fotso Victor. Et elle m'a envoyé le manuscrit que j'ai lu. Elle voulait que je publie cet ouvrage. Je ne suis pas éditeur. Et quand j'ai lu ce livre, c'était un livre assez dur contre les Fotso. Je lui ai dit, bah, écoute, moi, à titre personnel, je ne suis pas éditeur. Moi-même, mes livres, ce n'est pas moi qui les édite, j'ai un éditeur. Donc, parce qu'elle avait des problèmes d'argent pour pouvoir faire paraître ce livre. Je lui ai dit, je vais te mettre en contact avec un ami à moi qui est homme d'affaires, il vit en Allemagne et vous allez pouvoir vous entendre. Ils ont discuté. Ils n'ont pas pu s'entendre parce que le gars ne voulait pas supporter les charges financières de la production d'un tel livre parce qu'il ne savait pas si ça allait se vendre ou pas. C'est un homme d'affaires. Et donc, on n'a pas pu faire le livre. Et finalement, le livre est sorti aux éditions du Muntu. Elle m'a encore une fois de plus sollicité pour que je lui fasse une interview autour de ce livre. J'ai refusé de faire une interview
pour au moins 2 raisons. D'abord, elle était en Belgique et moi au Cameroun. Les interviews par visioconférence, là, je ne les aime pas parce que la qualité est souvent médiocre. J'aime les interviews face à face. Elle est assise devant moi, je suis là, on fait une vraie interview. Je n'ai pas voulu de ça. Deuxième raison, je n'ai pas voulu me mêler et je l'assume. Je n'ai pas voulu être celui par qui va passer la destruction de la famille Fotso. J'ai refusé de le faire. Et je lui ai clairement dit, non, moi, je ne peux pas le faire. Je peux te mettre en contact avec des journalistes qui veulent bien t'interviewer. Mais moi, Tagne, je refuse de participer aux querelles familiales. Et donc, elle considère donc que j'ai refusé de participer à la destruction de leur famille parce que j'aurais été stipendié par ses frères que je ne connais même pas. Elle est en plein fantasme, cette dame. C'est absolument faux. C'est absolument faux. Moi, j'ai refusé et je l'assume. En tant que journaliste, on est confronté à des choix chaque jour. Choisir, c'est notre travail. Choisir de faire une enquête ou de ne pas la faire. Choisir d'interviewer quelqu'un ou de ne pas le faire. Donc, pour le cas de cette dame-là, moi, j'ai refusé de participer à cette guéguerre familiale. Et c'est pour cela qu'elle m'en veut. Et quand vous voyez dans son texte, elle commence par dire qu'il ne s'agit pas d'une quelconque vengeance et tout. Sauf que le ton de la suite de son texte montre très clairement qu'elle est en pleine vendetta. Sauf qu'elle s'est trompée de personne. Elle a ses problèmes avec les membres de sa famille. Moi, je m'en fous. Ça ne m'intéresse pas. J'en ai jamais parlé. Ni pour en dire du bien, ni pour en dire du mal. Qu'on me montre un seul texte que j'ai écrit pour parler des problèmes au sein de la famille Fotso. Donc, c'est plein de fantasmes de cette dame. Et c'est une personne qui est en très grande souffrance. Et je pense que s'il y a sa famille qui m'écoute, qu'ils essayent de discuter entre eux pour sauver cette âme-là qui est véritablement en peine. Jacques-Édouard Niobé, bon, l'ANAC et tout, bon, vraiment, c'est mon titre, je l'ai choisi, et puis moi, je l'assume. Dernière question, Jean Collins. Oui, effectivement, il y a un gros problème dans le sport. Moi-même, je ne regarde plus les émissions de sport. Je n'écoute pas les débats sportifs parce que ça vole tellement bas. Ça manque de sérieux. C'est indigent, c'est pauvre. Il n'y a rien qu'on retient là-dedans. C'est-à-dire que c'est plus des débats de personnes. Quand j'écrivais ce livre, j'ai vu à quel point même les journalistes faisaient n'importe quoi. Vous regardez par exemple le fameux match de Victoria United où le président Bro a pris le ballon, il a fui avec le ballon là. J'ai cherché pour voir qu'est-ce qui s'est passé, quel était même le score du match. Je n'ai vu ça dans aucun article. Les gens ont raconté tout sur un match sans nous donner le score. C'est-à-dire, vous voyez la peine qu'un chercheur a lorsqu'il lit des articles de presse, des articles de journalistes qui n'ont même pas le b.a.-ba de l'information, le basique de l'information, qui, quoi, quand, où. Et dans le journalisme sportif, quand on parle d'un match de football, la première des choses qui intéressent les gens, c'est le score. Qui a gagné? C'est-à-dire quand on dit Canon a joué contre Panthère j'ai failli dire Panthère de Bayangam, contre Piment de Bayangam, la première chose que les gens veulent savoir, qui a gagné? Le reste, c'est secondaire. Sauf s'il y a eu, je ne sais pas moi, mort d'homme pendant le match et donc le score vient après. Mais on finit toujours par dire quand même, malgré la mort de quelqu'un, là, il y a eu tel qui a marqué et le score c'était tant. On ne voit plus ça dans les articles. Donc voilà, c'était tout pour les questions. Oui, être encore directeur de campagne, pourquoi pas. Mais cette fois, je vais faire très très attention sur le pédigré de celui qui va me solliciter. Oui. Rappelez qu'au départ ici, on s'est dit qu'on ne critique pas un lit. Veuillez attendre. Restez s'il vous plaît, il y aura un protocole pour la dédicace. C'est prévu. Donc, voilà. Jean-Bruno, nous avons dit que le livre doit être lu avant d'être critiqué. Et je remarque qu'on a dit de vous que vous êtes courageux, audacieux, honnête, inendoctrinable. Et un étudiant a dit, tu es une idole. Voilà, merci de m'avoir associé à ce débat. Merci infiniment et s'il vous plaît, je voudrais qu'on applaudisse Monsieur Abena. Voilà, merci infiniment de t'être prêté au jeu. J'ai fait sa connaissance seulement hier, on me l'a recommandé, et parce que j'étais à la recherche de quelqu'un qui accepterait bien de se livrer à cet exercice, et il a accepté avec plaisir. Merci infiniment. On se retrouve sur la table pour les dédicaces et après on remettra
le micro à Jean Bruno pour sa déclaration d'après dédicace, bien sûr. Merci. Je vous en prie, restez en rang, s'il vous plaît. Restez en rang. Gardez le rang.